merci et bienvenue d'être là. Donc ce mercredi 29 mars à 14 heures pour cette série de conférences qu'on va consacrer à un sujet d'actualité, à la fois pour les forêts et à la fois pour la société, qui est de cultiver l'eau dans les forêts. Pour introduire un petit peu cette conférence, Monsieur Jean-Marie Bateau, qui est le président de Forestiers d'Alsace, va introduire un peu le sujet par un petit discours. Merci Claude. Cultiver l'eau dans les forêts. Une drôle de formule qu'on connaissait plutôt inversée, à savoir cultiver les forêts pour l'eau. Mais aujourd'hui, et ce surtout depuis 2018, les forêts manquent d'eau. De nombreuses essences d'arbres sont concernées. Épicéas surtout, mais aussi des sapins pectinés, hêtres, douglas et chênes dans certaines régions. Les arbres meurent beaucoup plus sur pied depuis 2005. Mais les arbres poussent aussi moins vite et ont moins de graines fertiles. Le dérèglement climatique est clairement subi. Le bilan hybride doit donc être amélioré pour essayer de sauver les forêts qui participent pleinement à ce cycle et dont elles sont l'un des moteurs. La recherche forestière a repéré le changement climatique depuis 50 ans. Dans les années 70, on avait déjà observé que les sapins poussaient plus vite. Elle a aussi travaillé sur le phénomène des pluies acides et dans les 80, et aujourd'hui, ce suivi est encore sur place. On va vous le présenter. Les dépendus aux sécheresses sont également étudiés depuis 30 ans. Les connaissances et les alertes existent, mais la société reste aveugle. Nous allons donc essayer de vous éveiller cet après-midi à une sylviculture douce et qui permet de cultiver l'eau dans les forêts, et ce, au bénéfice des arbres et des sources. Merci. Merci, Monsieur Bateau. Je vais juste vous dérouler le programme de l'après-midi, l'introduction que vient de faire Monsieur Bateau. Une première intervention sera sur l'eau verte, ou comment doser les feuilles et les arbres pour mieux partager l'eau par Nathalie Breda de l'INRAE. Je présenterai un travail que fait le CNRS à Aubure sur le bassin versant du Strengbach, et Monsieur Hervé Yezou du CERTIT ICUBE nous parlera un peu de l'eau bleue, d'un nouveau suivi de toutes les eaux de surface par un nouveau type de satellite. À chaque conférence, on essaiera un petit peu également d'échanger, de répondre à certaines de vos questions. Je vais laisser la parole à Nathalie Breda. Merci Claude, bonjour à tous. Donc je suis effectivement Nathalie Breda, je suis directrice de recherche à INRAE Nancy-Champenoux et je travaille sur le fonctionnement hydrique des forêts et les dépérissements induits principalement par les questions de sécheresse mais aussi par des problèmes d'insectes qui sont souvent associés. Aujourd'hui, j'ai pour mission de vous expliquer comment les forestiers, les sylviculteurs peuvent doser les arbres, doser le nombre de feuilles pour mieux partager l'eau qui, comme il nous l'a été rappelé tout à l'heure, devient une ressource limitante certaines années. C'est pas très nouveau que eau et forêt soient associées puisque c'est un très vieux couple en fait, qui a été officialisé dès 1219 par une ordonnance qui a instauré cette association eau et forêt. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont deux termes qui sont encore associés, même si très souvent, ils sont traités, analysés par des structures différentes. Le rapprochement entre eau et forêt a été confirmé en 1600, je me suis plantée, là j'ai mis un 9 à l'envers, 1669 par une ordonnance de Louis XIV. Et progressivement, à partir de cette date, on n'a fait que progresser dans la compréhension des liens fonctionnels entre ces deux entités qui sont extrêmement dépendantes. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer cet après-midi à travers nos trois interventions. Alors, pour commencer, Claude vous a dit que moi j'allais vous parler de l'eau verte, que les deux autres intervenants vont vous parler de l'eau bleue ou de juste ce qui se passe entre les deux. Et donc je vais commencer par vous définir ce qu'on appelle l'eau verte et l'eau bleue pour qu'on sache de quoi on parle. Pour comprendre ça, il faut regarder un petit peu le cycle de l'eau dans son ensemble, qui est un cycle qui se produit à l'échelle globale de manière qui tourne en boucle, mais cette boucle n'est pas forcément réalisée à toutes les échelles. C'est-à-dire, si on regarde juste une parcelle, ben évidemment, on n'a pas tous ces flux. Alors, ce qu'on appelle l'eau verte, celle dont je vais vous parler, c'est l'eau qui est utilisée par la végétation, que ce soit une végétation forestière, des prairies ou de l'agriculture. Et ces plantes, pour pousser, pour se développer, vont devoir transpirer. Et cette transpiration, qu'on appelle évapotranspiration, va être la transformation de l'eau que les plantes puisent dans le sol avec leurs racines. Ça, c'est de l'eau liquide. Et l'eau va circuler dans la plante sous forme liquide et va être réémise dans l'atmosphère sous forme vapeur. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et cette eau, donc, est ce qu'on appelle l'eau verte, puisqu'elle sert à la végétation. Et donc, cette eau verte, en fait,
ben, on n'en a pas conscience parce qu'on ne la voit pas. Vu que c'est de la vapeur d'eau, on n'a pas conscience de ce que ça représente comme quantité. Et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. L'eau bleue, c'est plus facile parce que c'est celle que vous voyez. C'est l'eau qui coule dans les ruisseaux, dans les rivières. C'est l'eau qui est dans les nappes phréatiques. C'est l'eau qui est dans les océans. Et cette eau va aussi subir des transformations de phase, soit pour se geler sous forme de glace dans les montagnes et les glaciers, soit pour se vaporiser, là aussi par un processus physique qui est l'évaporation, où l'eau liquide va se transformer en vapeur d'eau. Donc, outre cette appellation qu'on donne à l'eau verte et à l'eau bleue, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans le cycle de l'eau, on s'intéresse à l'eau dans ses différentes phases, que ce soit l'eau liquide, qui est plutôt donc l'eau bleue qu'on voit, et sous forme vapeur, qui est l'eau évapotranspirée par la végétation ou évaporée par les surfaces d'eau liquide, les lacs, les rivières, les océans. Et éventuellement aussi, il ne faut pas oublier, dans certains territoires, ça peut être important, l'eau sous forme de neige ou de glace, qui là est donc sous forme solide. Alors, ces changements de phase se font principalement selon la température. Voilà, vous savez, s'il fait froid, ben, l'eau va se transformer en glace. Et l'autre facteur qui pilote ces changements de phase, ces changements d'état de l'eau, est la pression atmosphérique. Et donc, ces deux composantes expliquent les changements de phase. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de la partie eau verte, c'est-à-dire comment les plantes utilisent l'eau, quelle quantité d'eau est utilisée par les plantes, et qu'est-ce que vous, forestiers, vous avez comme levier pour moduler les différents flux. Pour ça, je vais avoir besoin de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le bilan hydrique d'une parcelle. Alors, quand je parle de bilan hydrique, de quoi je parle? Eh bien, en fait, je parle de l'ensemble des flux d'eau qui rentrent et qui sortent de l'écosystème. Évidemment, là, j'ai dessiné un arbre en version hiver ou en version avec des feuilles, parce que les flux sont pas les mêmes quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres et quand il y a des feuilles sur les arbres. Et ça, on va le voir, c'est très important. Quand il n'y a pas de feuilles, les arbres ne transpirent pas. De même qu'ils ne font pas de photosynthèse, puisque la photosynthèse se fait par les feuilles. En hiver, les arbres décidus, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles, ne font ni photosynthèse ni transpiration. Par contre, et j'y reviendrai, un Douglas, un sapin, un épicéa qui garde ses aiguilles toute l'année, c'est pas tout à fait la même chose. Les flux d'eau restent importants toute la saison. On y reviendra parce que c'est une différence importante, en particulier quand on commence à réfléchir à des stratégies d'adaptation face aux enjeux du changement climatique. Alors, le premier flux d'eau qui rentre dans la parcelle, bah, c'est la pluie, d'accord? C'est ce qui vient sous forme de pluie, de brouillard, de neige éventuellement. Donc, c'est l'apport d'eau liquide qui rentre dans l'écosystème. Mais il y a une petite surprise, c'est que toute l'eau qui tombe de la pluie ne va pas arriver par terre. Il y en a une partie qui va être ce qu'on appelle interceptée par les canopées, c'est-à-dire c'est de l'eau qui va rester à la surface des houppiers, sur les feuilles, et qui va se réévaporer directement sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère sans jamais passer par la casse-sol. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est un flux qui est très différentiel entre nos forêts et les prairies, par exemple. Les forêts sont capables d'intercepter beaucoup d'eau, on y reviendra. Donc, il y a une petite partie qui reste sur les canopées, qui n'arrive pas par terre, et puis il y a le reste qui va arriver par terre, soit directement en passant entre les arbres, soit en s'égouttant, en prenant un petit peu de temps à travers les feuilles, soit en s'écoulant le long des troncs. Ça peut être une composante importante, puisque c'est de l'eau qui va être canalisée et qui va arriver juste au pied et aux racines de l'arbre. Et cette eau qui arrive au sol, eh bien, en fait, elle va remplir ce qu'on appelle le réservoir en eau des arbres, c'est-à-dire la couche de sol où les arbres sont capables d'émettre des racines. Et donc, on va être sans arrêt entre ce réservoir qui va être plein, c'est ce qu'on appelle être à la capacité au champ, et ce réservoir qui va être en fin de sécheresse 2022, par exemple, complètement vide, c'est-à-dire que l'eau, il n'y aura plus d'eau disponible pour les plantes dans ce sol. Mais en même temps que tout ça, quand il y a des feuilles sur les arbres ou des aiguilles sur nos résineux, eh bien, parce qu'il y a du soleil, de l'air sec, eh bien, les arbres vont transpirer, comme tout organisme vivant. Il va transpirer, c'est-à-dire qu'il va absorber de l'eau par ses racines dans le sol, va transporter l'eau dans sa sève sous forme liquide, et au niveau des feuilles,
dans des petits organes qu'on appelle les stomates, eh bien, il va y avoir une conversion de l'eau liquide sous forme de vapeur et la transpiration va se transformer en évapotranspiration, c'est-à-dire qu'il va sortir de l'eau qu'on ne voit pas, qui est de l'eau sous forme vapeur dans l'atmosphère. S'il y a de la végétation au sol, ou même s'il n'y a pas de végétation, le sol nu, lui aussi, va un petit peu évaporer de manière passive s'il n'y a pas de végétation, de manière active s'il y a de la végétation, une certaine quantité d'eau qui va provenir principalement des horizons de surface. Et donc moi, je vais vous parler de cette partie de mon schéma que j'appelle le bilan hydrique, parce que moi, j'arrête mon système, j'arrête ma description à la fin du système racinaire. Pour autant, en dessous, il y a un sous-sol où les arbres ne n'envoient pas de racines, mais si l'eau draine en dessous parce qu'il pleut beaucoup, par exemple, eh bien, l'eau va passer, s'infiltrer tranquillement dans le sous-sol et va pouvoir réalimenter les nappes phréatiques ou s'écouler latéralement pour réalimenter des ruisseaux, des cours d'eau. Et donc, à ce moment-là, eh bien, cette eau devient de l'eau liquide qui circule, qu'on voit, qui est de l'eau que j'appellerai maintenant bleue, et qu'on va considérer plutôt dans des approches hydrologiques. D'accord ? Donc, là où on a un petit souci, c'est que dans la recherche, en fait, ce sont deux communautés différentes. Moi, je suis dans la boîte verte et je suis dans la communauté des forestiers écologues et écophysiologistes. C'est-à-dire qu'on relie la physiologie de l'arbre avec les variables du milieu, du climat. Et puis les hydrologues, alors eux s'intéressent, c'est une autre communauté, on ne travaille pas dans les mêmes labos, et des fois, on travaille dans les mêmes bassins versants. Claude vous en parlera. Mais globalement, en fait, il y a un petit peu des fois des soucis pour connecter l'eau de surface, qui est celle qu'on appelle plutôt verte, et les eaux profondes, parce que tout bêtement, on est dans deux disciplines différentes, deux communautés différentes, et il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour connecter les deux. Alors, au-delà de ces petites flèches qui sont juste pour vous expliquer, quelques informations un peu quantitatives pour vous donner un ordre de grandeur en millimètres, parce que ça vous parle. Vous voyez, quand il pleut 10 millimètres, vous voyez ce que ça représente. C'est l'équivalent d'un arrosoir sur 1 mètre carré de sol. Là, je vais vous donner les chiffres pour voir comment la pluie se partitionne dans ces différents flux. Donc, mettons qu'on soit dans les Vosges, qu'il pleuve 820 millimètres sur une année. Sur ces 820 millimètres, je vous ai dit, il y en a une partie qui n'atteindra jamais le sol, qui va se réévaporer directement sous forme de vapeur dans l'atmosphère. C'est l'interception des précipitations. Ça représente 140 millimètres. D'accord ? Donc, quand vous regardez le post météo, vous vous dites « Ah, cette année, il n'y a plus 820 millimètres », ben non, pour vos sols, pour vos arbres, il a plus 820 moins 140, déjà. Ensuite, l'eau qui reste va finir par atteindre le sol, soit directement en circulant à travers les trous dans la canopée, soit ça c'est le 630 mm, et il y en a à peu près 40 mm qui va atteindre le sol en s'écoulant le long des troncs. Les arbres, parce que l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire le rayonnement, la vapeur d'eau dans l'atmosphère, la température, le vent, vont provoquer un besoin, une pompe qui va mettre en route la transpiration. Et donc les arbres vont transpirer 200 mm, c'est la flèche que vous voyez vers le haut, et ces 200 mm, ils viennent d'où ? Eh bien, ils viennent du pompage des arbres dans le sol par les racines. Donc quand tout fonctionne bien, il y a autant d'eau qui sort par évapotranspiration que d'eau absorbée dans le sol. Je vous ai parlé de l'évaporation du sol nu ou de la végétation herbacée qui le recouvre. Ça représente à peu près 70 mm. Et le reste, cette eau qui n'est pas consommée par les arbres, va drainer en profondeur et va être récupérée dans les bilans hydrologiques, puisque c'est cette eau qui va alimenter les ruisseaux, les cours d'eau et les nappes phréatiques. Alors entre les deux, je vous ai dit, il y a quelque chose de super important, c'est la quantité de feuilles. C'est ce que moi j'appelle l'indice foliaire de la canopée ou du couvert forestier. On va passer un petit peu de temps sur cette grandeur-là, parce qu'elle n'est pas très connue des forestiers, et pourtant, tout se passe par là. Pourquoi tout se passe par là ? Parce que plus il y a de feuilles, moins il y a d'eau qui arrive dans le sol, et plus il y a de feuilles, plus les arbres vont pomper. D'accord ? Donc vous, forestiers, vous n'êtes pas comme les agriculteurs, vous n'allez pas aller pomper de l'eau dans la nappe pour arroser vos forêts. Donc ça ne marche pas, on n'irrigue pas. Donc nos seuls leviers, en fait,
ça va être de travailler sur cette grandeur, cette structure de la canopée pour doser combien on va capter de pluie qui sera perdue pour le sol et combien on va extraire d'eau dans le sol. J'insiste un peu sur l'interception de pluie parce que c'est un flux dont que tout le monde oublie dans les forestiers. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et c'est un peu ce qui fait notre spécificité. Donc, quand on travaille avec des agronomes ou quand on travaille avec des comparaisons avec la prairie, c'est une des raisons majeures qui explique que les bilans d'eau ne sont pas les mêmes sous une forêt et sous une prairie. Je terminerai ma présentation sur cet aspect-là. Si vous avez ici pour différentes espèces, j'ai mis des petits schémas en bas. Vous avez dans l'ordre le hêtre, le chêne, le sapin, un pin et un épicéa. Je n'ai pas mis les chiffres du Douglas, mais c'est encore un peu plus élevé. Vous avez ici 100% de pluie. En fait, en pourcentage, eh bien, vous en perdez entre 20 et 40% qui n'arrivera pas au sol. D'accord ? Donc la pluie, elle reste sur les feuilles. Et comme l'air est turbulent au-dessus de la canopée, eh bien l'air va l'eau liquide va se réévaporer tout de suite et va repartir dans l'atmosphère. Alors, pas complètement, il y en a une partie qui va arriver au sol, mais il y en a quand même entre 20 et 40% qui n'atteint pas le sol. Et ça, c'est super important. Donc, quand on a réfléchi à toutes ces petites flèches, là, je vous ai montré les ordres de grandeur sur une année pour vous donner un peu l'importance relative avec mes tailles de flèches. En fait, ce qui est super compliqué, c'est que ça change tous les jours. Parce que tous les jours, il pleut, mais les arbres transpirent. Et donc, tous les jours, le réservoir, il se remplit et se vide. C'est comme une baignoire que vous alimentez, puis vous ouvrez la bonde en même temps. Donc, il y a de l'eau qui part, il y a de l'eau qui rentre. Il y en a qui boivent en même temps dedans. Donc, en fait, le contenu en eau dans le sol, c'est quelque chose d'hyper dynamique qui varie à très haute fréquence et qui varie tous les jours. Alors, c'est pour ça, entre autres, qu'on développe des outils qu'on appelle des modèles qui vont faire le calcul tous les jours pour nous. Tous les jours, ils regardent, est-ce qu'il y a plu ? De cette pluie, je retire combien il y a d'eau qui est restée sur la canopée qui n'arrive pas par terre. Je retire mes 20% d'interception. Ensuite, l'eau rentre dans le sol. À ce moment-là, les arbres vont pomper l'eau. Alors, combien ils vont pomper? Ça dépend de l'évapotranspiration potentielle. Et puis, ça dépend d'autres choses. Si les arbres sentent qu'ils sont en situation de sécheresse, eh bien, ils ne vont pas transpirer à fond. Ils vont mettre en place des mécanismes pour se protéger, qu'on appelle des régulations stomatiques, et c'est ce qui va permettre de contrôler le dessèchement des arbres. Donc ici, sur ce graphique, j'ai exprimé ça en relatif. Quand on est à 1, on est à 100% rempli. Donc toute la couche de sol que j'avais dessinée en brun dans mon bilan hydrique avec les racines des arbres, on a le maximum d'eau que peut retenir ce sol. Et quand on est à 0, il n'y a plus d'eau que les arbres sont capables d'extraire. Il reste encore de l'eau, mais qui est très liée aux particules de sol. Et ça, les arbres ne peuvent pas s'en servir. Et donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que quand on est entre 100% et 40%, eh bien, les arbres fonctionnent normalement. Leurs stomates sont grands ouverts, la photosynthèse fonctionne bien et les arbres transpirent autant que nécessaire. Et la conséquence de tout ça, c'est que les arbres, ils poussent bien. Quand on passe en dessous du trait pointillé rouge, eh bien, on entre en phase de manque d'eau, ce qu'on appelle un déficit hydrique dans le sol. Et ce déficit va induire donc une économie d'eau par les arbres qui se fait par la régulation stomatique. Et donc, en fait, eh bien, plus on va être longtemps en dessous de mon trait rouge, plus la sécheresse va être grave, va durer longtemps et va impacter fortement les arbres. Ici, je vous ai représenté 4 années. La première, c'est 2003, une année de sécheresse très sévère, y compris en Alsace. La forêt de la Harte est repartie en cacahuète à partir de là. Donc, une année très sèche. Et puis, l'année suivante, 2004, c'était une année humide. Vous voyez, on n'est presque pas passé en dessous du trait rouge. Donc là, ça veut dire que les arbres, ils ont eu le smile toute la saison. Et donc, ils ont pu fonctionner normalement et avoir des croissances intéressantes. Alors, je reviens à ma notion d'indice foliaire. Qu'est-ce que c'est que cet indice foliaire? Alors, c'est quelque chose que les forestiers ont du mal à comprendre. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. Mon challenge personnel en ce moment, c'est de l'expliquer à des gamins de 5e. Donc, je pense que mes gamins de 5e ont compris. Donc, je vais vous faire la même explication. Normalement, ça devrait le faire. Si je vois que vous piquez du nez, c'est que ça ne marche toujours pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à expliquer ça aux forestiers. Et les agronomes, ils connaissent ce concept depuis des années.
C'est Watson qui a inventé ce concept en 1947. Donc, vous voyez, on a juste un peu de retard quand même pour s'approprier cette grandeur. C'est la surface de feuille par unité de surface de sol. Donc, ça veut dire sur 1 mètre carré, sur 1 hectare de forêt, vous ramassez toutes les feuilles, vous les étalez par terre et vous mesurez la surface de feuilles que ça représente. Et ce que vous allez constater, c'est que vous allez avoir plus que1 hectare de feuilles quand vous allez avoir arraché les feuilles de tous vos arbres sur 1 hectare. Et donc, cette grandeur, c'est un chiffre qui n'a pas de dimension. En fait, c'est des mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol, ou des hectares de feuilles, si on veut, par hectare de forêt. Voilà. Et donc, le petit carré brun, c'est ce qui est censé représenter 1 mètre carré de sol. Ici, sur le maïs de gauche, qui est déjà grand, eh bien, si vous étalez toutes les feuilles des maïs, vous allez avoir 3 fois plus de surface que le carré que vous avez coupé pour étaler vos feuilles. Et à l'inverse, quand c'est un maïs jeune qui est en train de s'installer, eh bien, l'indice foliaire n'est que de 1, c'est-à-dire sur 1 mètre carré de sol, vous avez 1 mètre carré de feuilles. Alors, dans la suite, je vais essayer d'appeler toujours ça indice foliaire. S'il traîne encore sur mes graphiques, le terme Leaf Area Index, c'est le terme anglais pour cette grandeur. Et quelquefois, c'est écrit aussi LAI pour les initiales de Leaf Area Index. Je vous le refais autrement, vous connaissez tous la surface terrière de vos parcelles. Vous savez comment ça se mesure. Vous imaginez que vous coupez tous les arbres à 1,30 m, vous mesurez toutes les sections de vos troncs sur 1 hectare et vous exprimez ça en mètres carrés de section de tronc par hectare de forêt. D'accord ? Là, on va faire la même chose avec les feuilles. Donc, si on a ramassé toutes les feuilles sur 1 hectare et qu'on trouve 4 hectares de feuilles quand on les a étalées par terre, eh bien, on a un indice foliaire de 4 mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol. Et dans une parcelle à côté, ça peut être des feuilles, mais ça peut être des aiguilles. Si on va dans les épicéas des Vosges, là, on va plutôt avoir 8 mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol. Comment vous le voyez, vous, en vous promenant, il fait nuit dans ces parcelles-là, d'accord ? Il y a tellement de couches de feuilles qu'un rayon de lumière qui arriverait, il n'arrive pas à traverser la canopée tellement il y a de feuilles qui se superposent. Alors, pour vous préciser encore un petit peu le concept, vous allez me dire comment on mesure ça. J'ai commencé à vous l'expliquer. On ramasse les feuilles, on les étale par terre. C'est exactement ce qu'on fait quand on utilise ce que j'appelle la méthode directe. Certains d'entre vous ont peut-être visité des placettes René-Coffort dans lesquelles il y avait des bacs, comme sur ma photo là, des grands bacs qui font 1 mètre carré de surface. Et on attend tranquillement, à l'automne, que les feuilles tombent dans les bacs. On connaît la surface des bacs et on va calculer la surface de feuilles qui est tombée dans le bac. Et ça nous fera des mètres carrés de feuilles par mètre carré de bac. D'accord ? Alors, vous voyez, on ne met pas qu'un seul bac pour une forêt, on a tout un réseau, il y en a 10 sur les placettes René-Coffort. Ça, c'est une méthode. Vous allez me dire, t'es gentil, mais les sapins et les Douglas, ils ne perdent pas leurs feuilles, donc ça ne marche pas ton truc. Alors non, ça ne marche pas pour les résineux, mais pour les feuillus, c'est la méthode la plus précise qui existe. Alors, pour les sapins et les épicéas, comment on fait ? On coupe les arbres. On ne coupe pas tous les arbres sur 1 hectare. On coupe quelques arbres qu'on choisit en fonction de leur diamètre pour avoir un échantillon qui est représentatif de la structure du peuplement. Donc, on commence par faire un inventaire, voir un petit peu comment se répartissent les petits, les moyens, les gros arbres. On échantillonne dans toutes les catégories et on va mesurer la surface d'aiguille d'un arbre qu'on va pouvoir relier avec une relation qui est impressionnamment bonne entre la surface, la section du tronc, alors soit 1,30 m, comme vous avez l'habitude de mesurer en faisant vos inventaires, soit encore plus précisément quand on prend la section du tronc juste à la base de la couronne vivante. Ici, c'est ce que j'avais pris pour cet exemple. Et puis donc, avec cette relation, on peut calculer pour chaque arbre quelle est sa surface foliaire. On sait combien il y a d'arbres sur la parcelle parce qu'on fait un inventaire et on arrive comme ça à calculer les mètres carrés d'aiguille par mètre carré de sol. Alors, c'est assez laborieux, je ne vous le cache pas, mais c'est une méthode qui est extrêmement précise. Il y a d'autres méthodes que j'appelle des méthodes indirectes parce qu'à aucun moment on va mesurer ni toucher les feuilles ou les aiguilles. On va utiliser en fait le fait que les feuilles vont intercepter le rayonnement. Donc, on peut faire une photo. Si vous vous promenez dans vos parcelles, que vous faites une photo en regardant en l'air, en contre-plongée, avec un objectif fish eye, c'est-à-dire un objectif qui voit toute la voûte au-dessus de vous, eh bien, vous allez avoir une photo comme ça, ronde, et on va pouvoir calculer sur une photo comme ça la fraction de trouée, donc la fraction de ciel par rapport à la fraction de feuilles. Et ensuite, on a des équations pour calculer la surface de feuilles. Et puis, on a des capteurs qui sont dédiés à la mesure de cette grandeur, qui s'appellent des analyseurs de couverts.
qui repose exactement sur le même principe que ce que je viens de vous expliquer sur la photo, sauf que là, il n'y a pas d'acquisition d'image. On mesure directement le rayonnement reçu dans tous différents secteurs angulaires au-dessus de nous et on va pouvoir calculer dans chacune de ces directions angulaires combien il y a de rayonnement reçu et qu'on va comparer avec ce qu'on aurait à l'extérieur de la forêt en plein soleil. Alors, je ne vous cache pas que ces capteurs, ils ont été inventés par les agronomes, puisque eux, c'est depuis 1947 qu'ils connaissent cette notion. Alors, nous, le capteur, il est fait de façon à ce que dans un champ de maïs, vous pouvez faire une mesure au-dessus des feuilles, une mesure en dessous. Et vous avez tout de suite le rapport entre les deux qui se calcule. Moi, en forêt, j'ai un peu plus de mal parce que je n'ai pas un très, très grand bras qui me permet d'aller au-dessus de la forêt. Donc, en fait, il a fallu adapter l'utilisation de ces capteurs et en fait, on découple dans le temps. On fait d'abord une mesure avant de rentrer dans la forêt. On va courir dans ces parcelles, faire des acquisitions à l'ombre des feuilles, on va dire, et on ressort à la fin refaire une référence à l'extérieur. Et ça nous permet d'avoir donc ces valeurs de mètre carré de feuilles par mètre carré de sol. Alors, je fais ça depuis qu'on se connaît avec Claude, donc on a dit depuis 25 ans, 30 ans, depuis 30 ans. Et en fait, les deux méthodes donnent les mêmes résultats. Donc, on peut mélanger les données des deux types d'acquisition. Alors, je fais ça en ce moment avec mes gamins de 5e. Là, je leur fais déterminer les indices foliaires en ramassant les feuilles. On fait ça en forêt d'Aubrive, dans le parc national des forêts. C'est des forêts qui sont extrêmement mélangées. Et donc, voilà, on a été mettre pas des beaux bacs comme l'ONF a mis sur les placettes René-Confort. On a mis des cagettes. Et on ramasse les feuilles dans les cagettes à différentes dates au cours de l'automne. Ensuite, je fais trier les feuilles à mes enfants par forme et par espèce. Ensuite, on va mesurer sur un échantillon de feuilles. Je leur ai fait prendre des poignées dans les sacs de feuilles. Et on a mesuré avec le petit appareil que vous avez au milieu là. On va mesurer la surface des feuilles. C'est un petit appareil tout simple. C'est comme un tapis roulant. On pose la feuille dessus. La feuille avance. Elle va traverser ici. Cette partie-là, il y a des petites photodiodes, donc des petites lumières, et sur quand la feuille avance, elle va masquer 3 diodes, 5 diodes, 10 diodes, et comme ça avance à vitesse constante, eh bien l'appareil est capable de reconstituer la surface complète de la feuille. Ensuite, on passe tout ça à l'étuve, parce que ce qui est plus facile, c'est de faire une mesure de pesée plutôt que de mesurer toutes les feuilles avec cet appareil. Donc, on mesure un sous-échantillon de feuilles pour avoir les surfaces. Et ensuite, on pèse tout le reste après passage à l'étuve. Et pour avoir mon indice foliaire, je fais quoi? Je multiplie le poids sec de toutes les feuilles qu'on a ramassées dans toutes nos cagettes ou dans tous nos bacs. Je le multiplie par un coefficient qui me donne combien il y a de centimètres carrés de feuilles pour 1 gramme de feuilles sèches. Ça, c'est ce que je mesure sur l'échantillon de feuilles mesurées en surface avec l'appareil. Et à la fin, j'obtiens quoi? Des mètres carrés de feuilles par mètre carré de cagette de récolte. Et donc, l'équivalent de mètres carrés de sol, puisqu'on ne ramasse pas directement au sol, mais dans les cagettes. Alors, les ordres de grandeur, mon petit dessin tout à l'heure, je vous ai dit entre 4 et 8, ce n'était pas complètement au hasard. Quand je vous ai dessiné 4 couches de feuilles ou 8 couches de feuilles, ça, c'est des chiffres que j'ai obtenus en faisant une synthèse de la littérature. En fait, vous voyez que c'est à peu près ça dans nos forêts. On va entre 3, on va dire, jusqu'à des valeurs autour de 8 pour les peuplements les plus denses. C'est intéressant pour vous qui êtes dans les Vosges, c'est que 8, c'est l'épicéa. Le Douglas, c'est presque pareil. Et puis le hêtre, le chêne, eh bien, on est entre 4 et 6, on va dire. OK, 6 mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol. Alors là, je vous ai mis des valeurs moyennes que j'ai trouvées dans la littérature, mais quand on regarde par exemple que les chênes, évidemment, c'est pas toujours 4,5, ça varie beaucoup. Et j'ai fait une étude sur l'ensemble des placettes René-Confort de France de chênes pour conclure que, eh bien, en fait, ça varie beaucoup entre la même espèce. Alors, il y a 2 espèces de chênes. Donc, il y a du chêne pédonculé à gauche du graphique et du chêne sessile à droite. Mais là, on a trié les feuilles. Donc, la partie verte que vous voyez, c'est que les feuilles de chêne. Mais comme dans nos bacs, on a ramassé tout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grosse partie des feuilles qui ne sont pas des feuilles de chêne. La forêt de l'Art, il y en a qui connaissent? La forêt de l'Art, c'est Quercus petrea 68. C'est celle-là. Toutes celles que j'ai étudiées, c'est celle où il y a le moins de surface de feuilles de chêne. La majeure partie de la surface de feuilles dans la forêt de la Harte, dans cette parcelle, c'est du charme, du tilleul, puis c'est tout. Du charme et du tilleul.
D'accord? Alors ça, c'était en 2004 ou non, j'ai publié en 2003, donc ça devait être en 95 et 96. Donc depuis, la structure de la parcelle a beaucoup changé parce qu'il y a eu plein de dépérissements, il y a eu la tempête de 99 qui est passée. Donc il faudrait refaire ce calcul. Mais en tout cas, c'était une des parcelles de ce réseau où il y avait le moins de feuilles de chêne sur une chaînée. Alors, venons-en au levier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser l'eau? Je vous ai dit, nous, on ne peut pas changer, faire la danse de la pluie pour qu'il pleuve plus. On ne peut pas irriguer. Donc, notre seul levier, ça va être ce qu'on peut faire pour gérer la densité d'arbres, la composition en espèces et doser la quantité de feuilles. Alors, la première piste que je vous propose, c'est de réfléchir. Est-ce que c'est mieux d'avoir une espèce qui garde ses aiguilles toute l'année, nos épicéas, nos sapins, nos Douglas, ou est-ce que c'est mieux d'avoir du hêtre, du chêne qui perdent leurs feuilles en hiver? Ça a l'air un peu bourrin comme réflexion, sauf qu'aujourd'hui, quand j'entends parler d'adaptation au changement climatique, j'entends, parce que je travaille sur ça en ce moment, que le hêtre est en train de dépérir dans de grandes surfaces, dans plein de forêts dans le Grand Est de la France. Et alors on les coupe, et après on fait quoi? Oh, si on plantait du Douglas. Ah, c'est une idée. Donc, c'est pas complètement stupide ma réflexion, c'est un petit peu pour vous aider à réfléchir à ça. Quand on parle de substitution d'essence, dans un sens ou dans l'autre, qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce qu'on perd comme eau à remplacer une espèce qui perd ses feuilles par une espèce qui garde ses aiguilles, ou à l'inverse, quand on remplace de l'épicéa par un feuillu qui perd ses feuilles, quel est l'impact sur les flux d'eau? Je reprends mon petit dessin. Alors là, c'est plus entre 0 et 1, mais en tout cas, quand c'est le petit smiley qui rigole, c'est qu'il n'y a pas de sécheresse, les arbres fonctionnent bien. Et quand on passe dans le bleu foncé, là, on est dans la période de sécheresse. Je reprends l'exemple de 2003, qui était une année assez pédagogique, et je plante au même endroit la moitié de la parcelle avec du Douglas, l'autre moitié avec du hêtre, d'accord? Sur le même sol, même enracinement, même climat. La seule chose qui change, c'est qu'il y en a un qui va garder ses aiguilles toute l'année et l'autre qui va perdre ses feuilles en hiver. Je regarde comment évolue le remplissage de l'eau disponible dans le sol pour les arbres pour mon peuplement de hêtres. Vous voyez qu'en hiver, jusque début fin mai, on va dire, le réservoir est rempli. Quand les feuilles sortent, les arbres transpirent et du coup, ils commencent à pomper dans le sol et le réservoir se vide. Et puis, à l'automne, le jour 300, c'est fin octobre, quand les feuilles commencent à tomber, quand il pleut, les arbres ne transpirent plus, il n'y a plus de feuilles pour intercepter, donc le sol se remplit et va revenir à la capacité au champ. À côté, mes Douglas, ils ont des aiguilles toute l'année, donc il n'y a pas besoin d'attendre que les feuilles sortent. Dès qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, qu'il n'y a plus de gelée, la photosynthèse se met en route, les arbres transpirent, et donc ils commencent à pomper dans le sol beaucoup plus tôt. Et en 2003, on a eu une fin d'hiver très très belle, très très douce, et les arbres ont commencé à pomper dès le mois de fin février, début mars, ils commençaient à consommer de l'eau. Donc la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que nos Douglas vont commencer à souffrir de sécheresse beaucoup plus tôt que les hêtres, alors qu'ils sont avec la même pluie et le même sol. Mais ils vont subir la sécheresse beaucoup plus tôt. La sécheresse va durer beaucoup plus longtemps parce qu'à l'automne, les pluies qui arrivent, là, les sapins et les Douglas ils conservent leurs aiguilles. Donc, il y a toujours nos 40% de pluie qui n'arrivent pas par terre. C'est toute l'année. Donc, à l'automne, on ne recharge pas l'eau du sol parce que on a toujours les aiguilles qui interceptent la pluie. Donc ça, c'est important. C'est vraiment des choses qu'il faut garder en tête. C'est que quand on a une espèce sempervirente, elle peut consommer de l'eau beaucoup plus tôt dans la saison si il fait beau, et elle va être beaucoup plus longtemps en situation de sécheresse parce qu'on va avoir beaucoup plus de mal à recharger le réservoir en eau du sol. Donc voilà, pensez à moi quand vous réfléchirez à vos adaptations dans vos parcelles et à remplacer vos épicéas crevés par autre chose. Repensez à moi. Je ne vous dis pas que je vous déconseille de planter du Douglas. Ce qu'on va voir, c'est que si vous voulez planter du Douglas, il va falloir réfléchir à doser la quantité d'aiguilles pour qu'on n'ait pas cette sécheresse beaucoup plus grave en fait que ce que ce serait avec du hêtre. L'autre levier, qui est encore plus simple, c'est de gérer la quantité de feuilles ou d'aiguilles par hectare. Et donc ça se fait comment? Ça se fait pas tellement en élaguant les arbres. Les enfants m'ont proposé ça. L'élagage, ça enlève des branches du bas qui ne sont pas forcément les plus contributives à l'évaporation parce qu'elles sont à l'ombre. Donc en fait, c'est quand vous coupez des arbres, quand vous faites une éclaircie, en fait, il faut penser que vous coupez aussi des feuilles.
Mais vous n'y pensez pas parce que vous faites vos éclaircies quand il n'y a pas de feuilles. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à se comprendre, c'est que quand on martèle et qu'on coupe ces arbres en hiver, on ne voit pas tout de suite l'impact que ça a sur la quantité de feuilles. Ici, je vous montre un exemple d'une parcelle René-Coffort sur laquelle il y a eu une éclaircie ici, l'hiver 98-99, et on a enlevé 21% de la surface terrière. Ça, c'est les grandeurs, enfin les chiffres que vous manipulez. Et comme c'était une éclaircie par le haut, qu'on a enlevé des arbres dominants, eh bien, en fait, on a retiré plus de feuilles que de surface terrière dans cet exemple-là. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, on a réduit notre indice foliaire de 7, on est passé à 4,5. Mais le peuplement, il est dynamique. C'était un assez jeune hêtraie. Donc, les arbres vont redévelopper leur houppier et l'indice foliaire va remonter. Donc, si on veut, il va falloir réintervenir quelques années plus tard pour continuer à contrôler la quantité de feuilles. Cette quantité de feuilles, pourquoi je vous propose de la contrôler? Parce que, je vous l'ai dit, plus il y a de feuilles, moins il y a d'eau qui arrive au sol. Et là, il y a vraiment une relation très forte entre l'indice foliaire, donc la quantité de feuilles par mètre carré de sol, et le pourcentage de pluie interceptée. D'accord? Donc ça, c'est important à avoir ça en tête, c'est que quand on éclaircit sa parcelle, on favorise l'arrivée de pluie directe au sol, et donc on favorise le remplissage du sol, et ça va permettre de limiter les sécheresses. Donc on diminue l'interception quand on diminue la quantité de feuilles. Après, quand on a justement, juste après l'éclaircie, on a fait des trous dans la canopée. Et donc, c'est ce que j'appelle un couvert discontinu. Les arbres ne se touchent plus. Et donc, à ce moment-là, l'interception va être un petit peu perturbée parce que les houppiers sont mieux dégagés. Du coup, il y a un petit peu plus, pour chaque arbre, eh bien, il y a un petit peu plus de pluie qui va être retenue. Et la réévaporation de cette pluie va être plus importante. Donc, au final, eh bien, on va avoir une interception qui va être un peu plus forte que si la canopée était fermée. Mais ça, c'est transitoire, ça prend quelques années. Et comme on a vu que l'indice foliaire réaugmentait, eh bien, on va revenir sur cette relation un peu générale que je vous présente là. La deuxième chose, quand on coupe les feuilles, eh bien, on va moins pomper dans le réservoir parce qu'on va moins transpirer. Alors, juste un petit mot pour vous dire comment on mesure la transpiration des arbres. C'est quelque chose qu'on a développé dans notre équipe depuis très longtemps. C'est André Granier qui est l'inventeur de ce capteur et qui a pris cette photo. En fait, on place deux petites aiguilles dans le tronc de l'arbre et chaque aiguille va mesurer une température. L'aiguille du bas mesure la température du bois, telle qu'elle est, et l'aiguille du haut, on la chauffe avec un courant électrique. Et quand l'arbre transpire, sa sève monte, les racines absorbent l'eau, la sève monte parce que les feuilles aspirent pour compenser ce qui sort en vapeur d'eau dans les feuilles. Et donc, la sève va emporter la chaleur qu'on apporte par notre thermocouple sur la sonde du haut. Et donc, plus l'arbre transpire, plus l'écart de température va se réduire. Et donc, c'est avec ce type de mesure qu'on peut calculer quelle est la vitesse de la sève qui circule dans nos arbres et quelle est la consommation en eau de chaque arbre. Alors, on met des capteurs comme ça sur plein d'arbres dans le peuplement pour estimer la transpiration au millimètre de la forêt. Et là aussi, ce qu'on observe, c'est que la transpiration de la forêt est d'autant plus forte qu'il y a beaucoup de feuilles. Ça semble trivial parce qu'on l'a réfléchi tout à l'heure à l'échelle d'une feuille, de ses stomates, etc. Mais la forêt, on peut voir ça comme une grosse feuille. Plus cette feuille est grosse, plus l'indice foliaire est élevé, plus on va extraire de l'eau dans le sol, plus on va transpirer. Et on compare ici avec deux photos hémisphériques. Ici, un indice foliaire de 6. On va consommer à peu près 70% de l'évapotranspiration potentielle, de la demande climatique. Si on vient de faire une éclaircie, qu'on a un indice foliaire plus faible, avec des trous dans la canopée, eh bien, on va consommer moins d'eau parce qu'on a moins de feuilles. Et ça va permettre d'économiser de l'eau, ça va permettre de réduire la sécheresse, on réduit la transpiration. On a vu aussi qu'on réduisait l'interception des précipitations. Donc, au final, il y a plus d'eau dans le sol et il y a même aussi plus d'eau qui va être drainée et qui va permettre de réalimenter l'eau bleue, les cours d'eau, les nappes et le drainage profond. Alors, vous allez me dire, parce que ça, on me le dit souvent, les forestiers qui ouvrent leurs parcelles, ils sont terrorisés par l'herbe qui arrive à l'assaut des parcelles et qui va faire qu'au final, on va consommer toujours autant d'eau. Alors non, on ne va pas consommer autant d'eau, même s'il y a de l'herbe qui s'installe dans la parcelle. Pourquoi?
la transpiration de la strate herbacée, elle est proportionnelle à l'énergie reçue, donc au rayonnement qui arrive dans le sous-bois. Cette énergie, elle dépend des feuilles des arbres qu'il y a au-dessus, puisque ces feuilles vont filtrer le rayonnement. Donc, on ne va pas forcément consommer autant d'eau que les arbres, puisqu'on est quand même à l'ombre des arbres. Même s'il y en a moins, même s'il y a des taches de soleil, globalement, le rayonnement est atténué. Et puis, autre chose très importante, c'est que cette strate herbacée ne s'enracine pas du tout dans les mêmes profondeurs que les arbres. Donc, c'est de l'eau qui va être utilisée, qui va être extraite par la végétation herbacée dans les couches supérieures du sol, mais pas dans les horizons où les arbres sont capables de s'alimenter. Donc oui, si on ouvre, il va y avoir un petit peu plus de transpiration, mais ça sera sans commune mesure avec ce qu'auraient consommé les arbres avant notre éclaircie. Et quand je dis ça, on ne me croit toujours pas, donc, et ce n'est pas nouveau. Du coup, en forêt de la Harte, c'est ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, cette photo est peut-être prise dans une chaînée de la Harte. On m'a dit, nous, ici, quand on ouvre, c'est envahi par l'herbe et ça consomme autant. Donc, j'ai dit non, ça ne doit pas consommer autant. Mais comme on ne me croyait pas, j'ai été mesurée. Alors, j'ai été mesurée et j'ai mesuré, donc sur des mètres carrés d'herbe, j'ai mis une grosse chambre, que mes collègues d'ICUB Strasbourg m'ont prêté d'ailleurs, et on a mesuré combien 1 m² d'herbe transpirait d'eau en millimètres. Et on a fait ça à différentes dates, parce que ce n'est pas le tout de le faire à un moment dans la saison. Ce qu'il faut voir, c'est comment ça évolue quand le sol se dessèche et quand les arbres, eux, transpirent beaucoup. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. Les points bleus, c'est ce que a transpiré l'herbe par rapport à l'évapotranspiration totale de l'écosystème, arbre plus herbe. Donc au début, la première date au mois de mai, il n'y a pas de feuilles sur les chênes. Donc tout ce qui est transpiré, ça vient de l'herbe, forcément, d'accord ? Mais au fur et à mesure que l'indice foliaire, donc que les chênes sortent leurs feuilles, que les feuilles s'étalent et qu'on va atteindre l'indice foliaire maximal qui ici était entre 4,5 et 5, eh bien, les herbacées vont recevoir de moins en moins de lumière et donc leur contribution à l'évapotranspiration globale s'écroule, d'accord ? Donc, vous voyez que plus il y a de feuilles sur les arbres, moins la strate herbacée va consommer d'eau. Dans le cours de la saison, et là, on n'était pas dans on était après éclairci, justement avec des indices foliaires faibles, puisqu'en forêt de l'Arche, j'ai quand même mesuré des indices foliaires qui montaient jusqu'à 12. Et puis, en cours d'été, l'autre chose qui apparaît, c'est que les herbes vont flétrir parce que les couches superficielles du sol sont archi-sèches, donc les herbes flétrissent. Elles ont atteint ce qu'on appelle le point de flétrissement permanent dans les couches où elles sont enracinées, et donc elles flétrissent et elles ne consomment plus d'eau. Donc voilà, ça c'est en quantité, cette fois-ci en millimètres, la contribution en orange de ce qui est l'herbe et en vert de ce que transpirent les chênes dans cette forêt de la Harte que j'ai pris comme exemple puisqu'elle n'est pas très loin de chez vous. Alors maintenant, je vais vous montrer vraiment ce qu'on peut mesurer. Alors ce sont des vrais sujets qui reviennent, hein. Moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, mais là maintenant que depuis 2018, tout le monde veut faire une sylviculture innovante pour économiser l'eau et permettre aux arbres de ne plus avoir soif. C'est quand même pas nouveau qu'on sait que les éclaircies améliorent l'état hydrique des arbres qui restent. Et donc, on a des dispositifs où on teste des itinéraires sylvicoles un peu contrastés. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un truc de Douglas, parce que je sais que c'est une essence qui préoccupe pas mal les forestiers privés en particulier en ce moment. Et là, dans cet essai, c'est en Auvergne, on compare 7 itinéraires sylvicoles, avec des densités de plantation différentes d'une part, et puis ensuite, c'est des indices de compétition cibles, enfin des densités cibles, qui sont plus ou moins dynamiques. Et donc là, j'ai pris 4 photos pour vous illustrer quelque chose de très dense et puis de moins en moins dense quand on avance vers la 4e photo en bas. Et j'ai calculé dans ces 7 traitements, là, j'ai mis que 4 photos parce que sinon, c'était un peu rikiki. J'ai calculé tous les jours combien il y a d'eau qui rentre, combien il y a d'eau qui sort. J'ai fait ça sur 50 ans et j'ai calculé combien il y a d'années sèches, d'années avec sécheresse qui va limiter la croissance des Douglas dans chacun des traitements. Alors, en bas, vous avez les 7 scénarios. En orange, c'est le nombre de jours de moyens de déficit hydrique. Donc, c'est ça, nombre de jours de déficit hydrique. Donc, en gros, ça va entre 1 mois et entre 2 mois et 1 mois. Et vous avez en vert les valeurs de quantité de feuilles. Donc, vous voyez que les sécheresses sont plus longues quand il y a beaucoup de feuilles et que quand on diminue l'indice foliaire pour les scénarios 5, 3 et 7, là,
eh bien, on a beaucoup moins de jours de sécheresse, voire même dans le scénario 7, on n'a plus du tout de jours de sécheresse. Il y a tellement peu d'arbres qu'ils ne sont plus en compétition pour l'eau. Et en proportion d'années avec des sécheresses, c'est les pourcentages que vous avez là. Les 3 premiers traitements, il y a 3/4 d'année presque où il y a des sécheresses. Et puis ensuite, eh bien, vous voyez, le scénario 5, il n'y a que 10% d'années avec sécheresse. Donc ça veut dire que la croissance de ces douglas va être plus maintenue, elle va durer plus longtemps dans la saison et la productivité sera répartie sur moins d'arbres, mais elle sera meilleure, les arbres seront plus vigoureux et ça nous évitera aussi les risques de dépérissement. Alors j'ai calculé ces nombres de jours de sécheresse, mais j'ai aussi calculé les flux d'eau pour vous montrer en haut les 2 flux d'eau verte principaux, la transpiration et l'interception. Vous voyez que plus on diminue la quantité de feuilles, plus la transpiration diminue, plus l'interception diminue, c'est pour ça qu'on a moins de sécheresse. Et à l'inverse, l'eau qui sort du système qui va réalimenter les eaux profondes et l'eau bleue, donc le flux de drainage d'eau qui sort de la zone enracinée, au contraire, il augmente, moins on a de feuilles sur nos forêts. Donc finalement, quand on fait nos éclaircies, on peut le réfléchir juste pour nous en se disant on va améliorer l'état de croissance de nos arbres, on va réduire le risque de dépérissement parce qu'ils auront moins de sécheresse, ils vont produire plus. Et puis en même temps, on va aussi contribuer à maintenir un peu le débit d'eau des cours d'eau. Voilà, alors juste pour vous provoquer, la dernière chose qu'on peut faire, c'est aussi réfléchir au changement d'occupation des sols. Là, c'est des questions qu'on peut se poser à l'échelle de bassins versants. Si on ne faisait rien après avoir rasé les épicéas et qu'on laisse s'envahir par de la végétation, par une pelouse, par de la prairie, est-ce qu'on changerait quelque chose de quantitativement détectable en termes de flux d'eau? Alors en fait, oui, c'est très, très important. Et c'est aussi pour ça que dans certaines circonstances, les forestiers sont accusés de consommer trop d'eau. Si on se compare avec une prairie, dans un endroit où il tombe 800 mm de pluie, eh bien, la forêt va transpirer, va absorber et remettre dans l'atmosphère 500 mm d'eau, alors que la prairie ne va en réémettre dans l'atmosphère que 300 mm. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de feuilles sur un pré que sur une forêt. Et puis qu'il n'y a pas d'interception. Enfin, il y a très peu d'interception dans une prairie par rapport à nos 20 ou 40% dans la forêt. Du coup, en termes d'eau qui va drainer pour réalimenter l'eau bleue, eh bien, il y a 300 mm qui va s'infiltrer dans notre forêt, alors qu'il y en aurait 500 mm sous une prairie. Donc ça, c'est des sujets dont on entend parler à nouveau dans les bassins versants. Quand on déboise des parcelles, qu'est-ce que ça change sur le débit des cours d'eau en sortie de ces bassins versants? Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, quelques messages à retenir pour vous. Eh bien, finalement, si les arbres ne consomment pas l'eau, elle est drainée en profondeur, et ça, c'est de l'eau qui n'est pas utilisée par la forêt, mais qui va être retrouvée dans l'eau bleue et donc dans les rivières et les nappes phréatiques. Votre principal levier, on a dit, ça va être de jouer à la fois sur la consommation d'eau, donc ce qui sort du sol, et puis la réhydratation du sol par l'interception. Et ça, il y a deux leviers principaux. Réfléchir si on met une espèce qui perd ses feuilles en hiver ou si on met une espèce qui garde ses feuilles toute la saison. Et puis, l'autre moyen de doser ça, c'est de doser la quantité de feuilles. On sait que les éclaircies donc, sont efficaces pour augmenter la disponibilité en eau pour les arbres qu'on garde. Et ça réduit la durée et l'intensité des périodes de sécheresse. Ça permet de maintenir une croissance avec moins d'à-coups que des alternances d'années sèches où les arbres ne poussent pas, puis d'années humides où les arbres poussent. Et ça permet aussi d'éviter, même si on ne peut pas complètement éviter les sécheresses, on atténue, on les fait démarrer plus tard. Du coup, on va moins vider le réservoir et on va avoir moins de risques de dépérissement parce qu'on aura moins d'événements extrêmes. Et donc, en fait, dans tout ça, je ne vais pas vous dire c'est quoi la valeur cible. Il faut que vous gériez vos parcelles en ayant 3,52 m de feuilles par hectare de forêt. Parce qu'en fait, c'est une question d'optimisation. Cette optimisation, ce n'est pas l'idée de maximiser. Pour le consommer le plus possible, il va falloir doser justement pour que tout le monde ait un peu d'eau. C'est-à-dire consommer pour que les arbres qu'on garde aient suffisamment d'eau. Et puis aussi, penser à l'eau bleue et le partage entre l'eau hydrologique et l'eau verte utilisée par la végétation. Et pourquoi il faut optimiser ça au cas par cas? C'est que ça dépend du sol, parce que plus son réservoir est important, plus on a de marge de manœuvre.
Et puis, ça dépend aussi du climat dans lequel vous êtes. Si vous êtes en plaine d'Alsace ou si vous êtes sur le haut des Vosges, eh bien, vous n'avez pas la même pluviométrie, vous n'avez pas la même évapotranspiration. Donc, il faut optimiser entre ces trois composantes, combien il pleut, combien les arbres ont besoin de transpirer, quelle est la quantité de feuilles que je peux mettre en fonction de mon sol. Voilà, donc c'est une question de compromis. Et ce premier compromis, quand on imagine qu'il faut réduire la quantité de feuilles, ben on se dit je vais avoir aussi moins d'arbres, donc peut-être que ma productivité va être moins bonne. Oui, mais c'est aussi peut-être faire le choix d'une meilleure résistance à ces événements climatiques un peu particuliers qu'on a en ce moment. Et puis c'est aussi réfléchir à comment on se partage l'eau entre l'eau verte et l'eau bleue. Voilà, s'il y en a qui veulent aller plus loin, je vous conseille d'aller voir notre site web où j'explique tout ça en détail. C'est tout écrit en français. Vous avez des fiches pédagogiques que vous pouvez consulter qui expliquent ce que c'est l'indice foliaire, comment ça se mesure, les grandeurs, l'eau dans le sol. Donc, vous tapez sur Google, vous tapez BILJOU pour bilan hydrique journalier et vous allez tomber sur cette page-là. Vous pourrez d'ailleurs consulter aussi des cartes de sécheresse qu'on vous a précalculées. Donc, vous pourrez voir, par exemple, ça c'est la carte de 2018. C'est l'anomalie de sécheresse de 2018 par rapport aux 60 dernières années. Et ben, vous voyez que les Vosges, on a dérouillé sérieusement, qu'on a eu une sécheresse qui était de 4 à 5 fois plus grave que ce que nos Vosges ont l'habitude de connaître comme sécheresse. Donc, que ce soit le départ d'un cycle de dépérissement, il n'y a rien d'étonnant quand on regarde ça de cette manière-là. Vous pouvez aussi télécharger sur Internet un bouquin qu'on a écrit avec le RMT à Force qui fait le point sur ces bilans hydriques et qui a été coécrit avec des propriétaires forestiers et des collègues du CNPF. Et donc, il y a toute une partie où il y a les questions des forestiers et les réponses des chercheurs. Donc, vous pouvez consulter ça. J'en ai quelques exemplaires là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions maintenant ou en fin d'après-midi. Je vais laisser Agathe poser déjà les questions qu'on a eues dans le webinaire. Ensuite, on fait le tour de la table. Alors, l'interception est calculée après chaque événement de pluie. Les chiffres que je vous ai montrés, c'était des chiffres annuels sur mon premier graphique pour vous donner les ordres de grandeur. Et quand je vous dis c'est 20% ou 40% de la pluie incidente qui est interceptée, ça, c'est les valeurs moyennes sur un cycle de végétation. En fait, la première chose pour l'interception, c'est que ça dépend en premier lieu de l'intensité de la pluie. Vous le savez tous, quand il ne pleut pas beaucoup, vous courez sous vos arbres et vous êtes à l'abri de la pluie. Ça, c'est parce que les petites pluies sont 100% interceptées. Un gros orage de 30 mm, bah, vous avez beau vous mettre sous votre parcelle, vous serez quand même mouillé. Donc, ça, c'est le premier facteur qui détermine l'interception des pluies. Donc, c'est des mesures qui sont très lourdes à faire parce que ça veut dire qu'après chaque pluie, on dispose des pluviomètres en forêt, beaucoup, parce que ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre. En gros, moi, pendant ma thèse, j'avais 50 pluviomètres sur un demi-hectare. Et après chaque pluie, je courais dans la parcelle, voir ce qu'il y avait dans les pluviomètres par rapport à mon pluviomètre qui était dans la pelouse à côté de la forêt. Et donc, oui, c'est calculé pour chaque événement de pluie. Alors ça, c'est 30 ans de recherche d'écophysiologie forestière. Je vous ai montré mes petits capteurs pour mesurer la transpiration des arbres. En fait, avec ces capteurs-là, on détecte quand est-ce que les arbres ne transpirent plus le maximum de ce qu'ils peuvent transpirer. Donc, on voit que la transpiration diminue de jour en jour au fur et à mesure que la sécheresse s'installe. Et donc, on peut le mesurer comme ça de manière globale sur l'ensemble de l'arbre. Et puis, ce qu'on a fait aussi beaucoup, et ça, c'était ma thèse, c'est pour ça que j'avais recruté Claude, parce que je voulais quelqu'un qui faisait de l'escalade. On grimpait dans les arbres et on mesurait l'ouverture des stomates de nos chênes à 22 mètres du sol. Et donc, on peut mesurer directement si les arbres sont en stress hydrique, auquel cas les stomates se ferment, et si les arbres ne sont pas en stress hydrique, les stomates s'ouvrent. Alors, dans cette étude-là, on avait fait une sécheresse artificielle, on avait fait ce qu'on appelle un dispositif d'exclusion de pluie, un toit pour éliminer les précipitations. On en a fait un autre à Aubure, sur l'épicéa, pendant la même période. C'était un copain qui était en thèse et en même temps que moi, avec le même directeur André Granier. Et donc, on a pu comparer des arbres qui étaient soumis à la pluie normale et puis des arbres à qui on faisait une sécheresse forcée. Et ça nous a permis de détecter que pour le chêne, l'épicéa, le hêtre, le palmier à huile, le Douglas, c'est toujours ce seuil de 40% qui induit la fermeture des stomates, quelle que soit l'espèce et finalement, quel que soit le sol. C'est justement pour ça qu'on travaille en relatif, parce que ça permet de mélanger tous les sols, que ce soit des sols à faible réserve en eau ou des sols très épais à forte réserve en eau. Non, je ne pense pas
Je ne pense pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la régulation des herbacées et leur dépendance aux variables du climat sont complètement différents. C'est une question de couplage avec l'atmosphère qui est très différent. Donc, par exemple, pour les arbres, on a besoin, pour expliquer et modéliser la transpiration, il faut tenir compte du rayonnement, de la vitesse du vent, de la température de l'air, donc de l'humidité de l'air, donc d'un grand nombre de variables. Pour les herbacées, en fait, qui sont beaucoup plus directement dépendantes du rayonnement, c'est moins le cas. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, ce qui va limiter, c'est pas tellement le mécanisme de régulation, c'est vraiment la disponibilité en eau dans la zone enracinée par ces herbacées. On a travaillé sur beaucoup d'espèces, hein, de la Molynie, du Carex, des ronces. En forêt de la Harte, c'était de la houlque molle et du poéchexie. Je ne sais plus comment c'est en français. Du pâturin. Voilà, donc les tapis herbacés fréquents dans ces massifs-là. On a travaillé sur quoi d'autre encore? Ronces, j'ai dit, de la fougère. Alors oui, il y a un impact du vent sur les bacs, c'est pour ça qu'il faut un grand nombre de bacs. C'est comme les pluviomètres, c'est d'une part quelque chose qui varie spatialement de manière importante. Si vous mettez juste votre cagette en dessous d'un trou dans le plafond, comme disent les enfants, ben, forcément, il n'y aura pas forcément le même nombre de feuilles que si vous êtes en dessous d'une couronne d'arbres. Mais en fait, ce que vous ramassez dans votre bac ne vient pas de ce qu'il y a juste au-dessus, ça vient de l'effet des turbulences, etc. Donc, il faut un grand nombre de bacs et des bacs pas trop petits, de façon à ce que les feuilles ne tombent pas juste sur le bord du bac, mais à l'intérieur. Et plus les bacs sont petits, plus il faut un nombre important de bacs. Il faut aussi les récolter régulièrement, de façon à ce que les feuilles ne se réenvolent pas et ne ressortent pas du bac. Et vous avez vu d'ailleurs les bacs Renécophore, c'était des bacs très profonds qui permettaient de faire une collecte par mois, sans que les feuilles risquent de s'envoler. Alors, la question est de savoir si ce que j'ai raconté là est vrai pour d'autres espèces comme du saule, de l'érable, du frêne, etc. Donc, oui, c'est justement la force de ce que je vais présenter là, c'est que je suis restée à des mécanismes qui sont extrêmement génériques, donc parce qu'ils reposent beaucoup sur des processus de thermodynamique et de physique, en fait, hein, du transfert de sève et d'évaporation. Donc ça, c'est extrêmement générique. Ce qui peut être différent, et c'est l'objet des manips que j'ai en cours là en forêt mélangée autour d'Auberive, c'est que ce qu'il faut déterminer, c'est la contribution de chacune de ces espèces quand on est dans des peuplements mélangés ou voilà, des trucs très diversifiés. Donc vous avez vu dans mes chênaies, par exemple, ben, on a plus des 3/4 des feuilles qui ne sont pas du chêne, et donc voilà, ça peut être effectivement les espèces que vous citez en fonction des stations. En mélange avec du chêne pédonculé, on avait du tremble, on avait du bouleau, on avait ces espèces-là. Donc oui, les ordres de grandeur des surfaces de feuilles, je dirais même, et c'est un petit peu mon inquiétude actuellement, c'est de savoir si plus on mélange, plus on n'a pas des quantités totales de feuilles plus importantes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à ce qu'on objective, parce que si c'est le cas, ça veut dire que les mélanges, c'est aussi quelque chose d'intéressant peut-être pour l'adaptation, à condition qu'on maintienne une quantité de feuilles qui ne soit pas surdimensionnée. Parce que les mélanges, ça a vraiment cet avantage de pouvoir exploiter le milieu différemment, donc parce que les enracinements sont aussi différents dans les profondeurs de sol. Et du coup, on a tendance à surexploiter les réserves en eau. Et dans certains cas, on constate que les peuplements mélangés consomment plus d'eau que les peuplements plus purs ou moins mélangés. Donc, et le facteur de contrôle, ça va être la quantité de feuilles. Ça ne va pas être de dire il faut couper le saule, le bouleau et je ne sais pas quoi. Ça va être plutôt de dire globalement sur ma parcelle d'1 hectare, il faut que je maintienne ma quantité de feuilles autour de 5 ou 6, ou ça va dépendre du sol que vous avez et des conditions climatiques de votre forêt. Mais c'est la valeur globale qui sera intéressante, celle de la parcelle. Et si vous souhaitez distribuer ces feuilles sur différentes espèces, no problème. Il ne faut juste pas qu'il y en ait trop au total. Et c'est vraiment ce qui, moi, m'a interpellée quand on m'a dit viens travailler sur le dépérissement de la forêt de la Harte. C'est que les premières mesures, quand j'ai trouvé des valeurs de 12 mètres carrés de feuilles par mètre carré de sol, sur un sol qui a 100 mm de réserve en eau, qui a un tas de galets avec 3 grains de sable entre,
une pluviométrie autour de 600 mm. Là, j'ai dit c'est juste normal que ça meure. C'est juste pas possible d'avoir autant de feuilles sur un sol aussi pauvre et avec une pluviométrie aussi faible. Je résume la question qui porte sur les services écosystémiques rendus par les forêts et en particulier si le forestier fait des efforts pour restituer un peu plus d'eau au milieu par drainage, il risque de perdre un peu au niveau de sa production et ça va l'obliger à passer peut-être plus régulièrement. Donc, est-ce qu'il s'en sort ou est-ce qu'il faut l'aider financièrement parlant? Si oui, si je réponds oui, je ne saurais pas répondre comment on fait pour trouver ce financement. Mais... Alors, c'est une vraie question que je traite avec les économistes du bêta parce que moi, je sais calculer la probabilité qu'il y ait une sécheresse et un risque de dépérissement des forêts. Je ne sais pas calculer combien ça économise d'argent de ne pas avoir de dépérissement sur sa parcelle. Donc le risque évité, je ne sais pas le quantifier. Voilà. Donc je travaillais là-dessus avec Marielle Brunette. Donc c'est vraiment des questions qui sont des fronts de recherche pour nous, sachant qu'on teste justement différentes stratégies qui permettent de combiner différentes pistes d'adaptation, qui peuvent être justement réduire les indices foliaires pour diminuer l'intensité des sécheresses, qui peut être aussi de récolter les arbres plus jeunes pour réduire leur exposition aux événements climatiques extrêmes, etc. On teste aussi, ça c'était dans la thèse de Sandrine Breteau à laquelle j'ai contribué aussi, on teste par exemple de mélanger les essences ou de substituer, comme on l'a évoqué là. Donc les calculs économiques commencent à sortir. C'est vraiment des fronts de recherche pour nous parce que voilà, c'est de l'interdisciplinarité. Il faut que les biotechniciens et les techniciennes comme moi aillent causer aux économistes et qu'eux, ils traduisent, moi je leur traduis mes résultats en probabilité de risque, d'occurrence, en risque de probabilité de dépérissement par exemple, et eux traduisent ça en valeur monétaire. Pour l'instant, on n'a pas intégré là-dedans la valeur de l'eau, qui, aussi loin que ça me semble, n'est pour l'instant payée par personne. Mais typiquement, c'est des pistes qu'on pourra explorer. Alors, on va peut-être prendre une dernière question de la salle avant d'enchaîner. Je ne sais pas si on a encore... Peut-être une dernière. Allez, une dernière question. Alors, une remarque tout à fait pertinente entre les incohérences, entre les aides gouvernementales et réglementaires, les obligations réglementaires de plantation à certaines densités, à certaines qui ne sont pas forcément dans l'optique d'une sylviculture économe en eau comme je la présente. Alors oui, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai passé 10 ans de ma vie à discuter de ces questions-là au ministère, en pilotant un gros programme national d'INRAE sur l'adaptation de l'agriculture et de la forêt au changement climatique. Il y a des freins réglementaires qui sont pointés, que nous, scientifiques, on signale. Après, je peux vous dire que je suis rentrée de mes 10 ans d'essais, de discussions assez abattus. Maintenant, je prends le problème par l'autre bout en m'adressant directement aux forestiers et aux enfants qui sont les futures générations et aux étudiants qui sont les futurs forestiers. J'ai pas de levier là-dessus. On fait remonter ce genre de choses. Bon, après, il y a aussi des questions qu'on ne peut pas raisonner tout uniquement sur l'eau. Il y a aussi des questions de qualité, de forme d'arbre. Donc, il y a la densité de plantation initiale et justement les itinéraires sylvicoles que je vous ai décrits là sur les Douglas qu'on teste, c'est justement de voir comment on peut travailler avec des densités de plantation initiale différentes ou comment à partir de densités hautes pour des raisons d'acquisition de forme par exemple, en chêne c'est typiquement aussi le cas, comment on peut dynamiser, pas seulement en rattrapage, mais assez rapidement, une fois que la forme est acquise, comment on peut dynamiser les sylvicultures dans ce sens-là.